Partie 9. La procédure accélérée de rectification au Maroc. Dans la plupart des contrôles fiscaux, les procédures suivent un rythme relativement classique. Le contribuable reçoit une notification, il dispose d'un délai pour répondre, puis la discussion continue pendant plusieurs mois. Mais dans certaines situations particulières, l'administration fiscale peut utiliser une procédure beaucoup plus rapide, une procédure appelée la procédure accélérée de rectification. Et comme son nom l'indique, cette procédure est conçue pour aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que l'administration estime qu'il existe un risque réel que le contribuable disparaisse, transfère ses actifs ou qu'il devienne impossible de récupérer l'impôt dû. Voyons donc dans quel cas cette procédure peut être appliquée. 1. Dans quel cas la procédure accélérée est utilisée? La procédure accélérée ne peut pas être utilisée dans n'importe quelle situation. La loi fiscale prévoit des cas précis. Elle est généralement appliquée lorsque l'administration considère que la situation du contribuable risque de changer très rapidement. Par exemple, lorsqu'une entreprise cesse son activité, lorsqu'une société est en liquidation ou en redressement judiciaire, lorsqu'un contribuable quitte définitivement le Maroc, ou encore lorsqu'une entreprise vend une partie importante de ses actifs. Dans ces situations, l'administration souhaite sécuriser rapidement l'impôt qui pourrait être dû. Car si les actifs disparaissent ou si le contribuable devient difficile à localiser, le recouvrement peut devenir très compliqué. 2. Pourquoi l'administration accélère la procédure? L'objectif de cette procédure est simple, éviter que l'administration perde la possibilité de récupérer l'impôt. Prenons un exemple. Une entreprise décide de vendre tous ses actifs et de cesser son activité. Si l'administration attend trop longtemps avant de finaliser le contrôle fiscal, l'entreprise pourrait disparaître avant même que l'impôt soit calculé. Dans ce cas, la procédure accélérée permet d'agir plus rapidement pour sécuriser les droits du Trésor. 3. Comment se déroule la procédure accélérée? Même si la procédure est plus rapide, elle reste encadrée par la loi. Elle commence généralement par une notification de redressement adressée au contribuable. Comme dans la procédure normale, le contribuable dispose d'un délai pour répondre. En règle générale, ce délai est de 30 jours. Le contribuable peut alors accepter les redressements proposés ou les contester. Si l'administration maintient sa position, une seconde notification peut être envoyée pour préciser les redressements définitifs. Ensuite, le contribuable peut encore utiliser les voies de recours prévues par la loi. Mais tout le processus se déroule dans des délais plus courts. 4. La principale différence avec la procédure normale. La grande différence entre la procédure normale et la procédure accélérée est la vitesse de la procédure. Dans la procédure normale, le dialogue entre l'administration et le contribuable peut durer plusieurs mois. Dans la procédure accélérée, les délais sont plus courts et les décisions peuvent intervenir beaucoup plus rapidement. Autre différence importante, les conséquences du silence du contribuable peuvent être encore plus lourdes. Si le contribuable ne répond pas dans les délais, les redressements peuvent être considérés comme acceptés et devenir rapidement exigibles. 5. Que faire en cas de procédure accélérée? Lorsqu'un contribuable est confronté à une procédure accélérée, il est essentiel d'agir rapidement. La première chose à faire est d'analyser précisément la notification reçue. Ensuite, il est fortement recommandé de consulter un professionnel du droit fiscal. Car dans ce type de situation, les délais sont courts et les enjeux peuvent être importants. Une réponse structurée, argumentée et accompagnée de justificatifs peut parfois permettre de réduire les redressements proposés. La procédure accélérée est donc un mécanisme particulier du contrôle fiscal. Elle est utilisée dans des situations où l'administration estime qu'il existe un risque pour le recouvrement de l'impôt. Mais même dans ce cas, le contribuable conserve des droits et peut contester les redressements proposés. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un autre mécanisme fiscal encore plus redouté par les contribuables, la taxation d'office. C'est une situation dans laquelle l'administration peut établir l'impôt sans même tenir compte des déclarations du contribuable. Et vous allez comprendre pourquoi cette situation peut être extrêmement dangereuse. On continue. Partie 10. Le pouvoir d'appréciation de l'administration et les irrégularités graves. Il existe un moment dans un contrôle fiscal où la situation peut basculer. Un moment où l'administration fiscale peut prendre une décision très lourde de conséquences. Cette décision s'appelle le rejet de la comptabilité. Lorsque cela se produit, la comptabilité de l'entreprise n'est plus considérée comme une base fiable pour calculer l'impôt. Et dans ce cas,
l'administration peut reconstituer elle-même les revenus de l'entreprise, souvent avec des méthodes qui peuvent conduire à des redressements très importants. Voyons donc dans quel cas l'administration fiscale peut utiliser ce pouvoir. 1. Le principe du rejet de la comptabilité. En principe, la comptabilité d'une entreprise constitue la base principale pour déterminer les impôts. Mais pour être valable, cette comptabilité doit respecter deux conditions essentielles. Elle doit être régulière et elle doit être sincère. Autrement dit, les écritures comptables doivent refléter fidèlement la réalité économique de l'entreprise. Si la comptabilité respecte ces règles, l'administration doit normalement s'appuyer sur elle pour calculer l'impôt. Mais lorsque la comptabilité présente des irrégularités graves, l'administration peut décider de la rejeter. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus compliquées pour le contribuable. 2. Les irrégularités graves. La loi fiscale marocaine prévoit plusieurs situations qui peuvent justifier le rejet d'une comptabilité. Par exemple, l'absence d'inventaire des stocks à la fin de l'exercice, des pièces justificatives manquantes ou non conformes, l'existence d'une double comptabilité, la dissimulation de certaines recettes ou encore l'utilisation de fausses factures. Autre situation problématique, lorsque certaines opérations réalisées par l'entreprise ne sont pas enregistrées dans la comptabilité, ou lorsque les livres comptables obligatoires ne sont pas correctement tenus. Lorsque ces irrégularités sont considérées comme graves et répétées, l'administration peut estimer que la comptabilité n'a plus de valeur probante. 3. La reconstitution du chiffre d'affaires. Lorsque la comptabilité est rejetée, l'administration fiscale peut utiliser différentes méthodes pour reconstituer les revenus de l'entreprise. Par exemple, elle peut comparer l'entreprise avec d'autres entreprises du même secteur. Elle peut analyser les achats réalisés et appliquer un coefficient de marge pour estimer les ventes. Elle peut également examiner les flux bancaires pour vérifier si les dépôts correspondent au chiffre d'affaires déclaré. Prenons un exemple simple. Un restaurant déclare un certain niveau d'achat de matières premières. L'administration peut appliquer un coefficient de marge utilisé dans le secteur de la restauration pour estimer le chiffre d'affaires réel. Si le chiffre d'affaires reconstitué est beaucoup plus élevé que celui déclaré, la différence peut donner lieu à un redressement fiscal. 4. Les conséquences du rejet de la comptabilité. Les conséquences peuvent être très lourdes. D'abord, les bases imposables peuvent être fortement augmentées. Dans certains cas, les montants reconstitués peuvent être beaucoup plus élevés que ceux déclarés par l'entreprise. Ensuite, l'administration peut appliquer des pénalités importantes. Par exemple, des pénalités pour mauvaise foi ou pour fraude fiscale. À cela peuvent s'ajouter les intérêts de retard. Dans certaines situations, le montant total du redressement peut atteindre plusieurs fois l'impôt initialement déclaré. 5. Les possibilités de contestation. Même dans ce cas, le contribuable conserve des droits. Il peut contester la décision de rejet de la comptabilité en expliquant que les irrégularités constatées ne sont pas suffisamment graves pour justifier cette décision. La procédure de contestation suit alors les mêmes étapes que les autres litiges fiscaux. La procédure contradictoire, les commissions fiscales et éventuellement le tribunal administratif. Dans certains cas, les tribunaux ont déjà annulé des décisions de rejet lorsque l'administration ne pouvait pas prouver clairement l'existence d'irrégularités graves. 6. Comment éviter cette situation? La meilleure protection reste la prévention. Certaines bonnes pratiques peuvent éviter ce type de situation. Par exemple, réaliser un inventaire des stocks chaque année, conserver toutes les pièces justificatives, numéroter correctement les factures, et sauvegarder régulièrement les données comptables. Dans la plupart des cas, une comptabilité bien tenue et régulièrement suivie par un professionnel constitue la meilleure protection contre les risques fiscaux. Vous voyez donc que le rejet de la comptabilité est une décision extrêmement sérieuse dans un contrôle fiscal. Lorsqu'il intervient, il peut entraîner des redressements très importants. Mais même dans ces situations, le contribuable conserve des moyens de défense. Dans la prochaine partie, nous allons voir un autre mécanisme fiscal redouté par les contribuables, la taxation d'office. Et vous allez comprendre dans quelle situation l'administration peut imposer un contribuable sans même tenir compte de ses déclarations. On continue.